La mort d'un homme est une tragédie. La mort d'un million d'hommes est une statistique. L'homme ayant tenu ces propos n'est autre que Iosif Vissarionovitch Djougvashli, dit Joseph Staline, né le 18 décembre 1878 à Gori, au nord-est de la Géorgie, ayant marqué l'histoire de l'URSS. Staline a eu plusieurs surnoms, tels que le Void, le Père des peuples ou encore le Tyran rouge. Nous nous demanderons comment Staline arrive-t-il au pouvoir et comment affirme-t-il le stalinisme au niveau social ainsi qu'économique. Staline a grandi dans une famille pauvre, orthodoxe, avec un père alcoolique mais une mère investie pour l'avenir de son fils. Elle l'encourageait à devenir prêtre. En 1894, il entre au séminaire de Tiflis, capitale de la Géorgie, mais il fut renvoyé 5 ans plus tard pour cause d'absentéisme. En effet, dès son plus jeune âge, il s'intéressait plutôt aux militants marxistes et socialistes. Après cela, il vécut ses premières années de militantisme clandestin au sein du Parti ouvrier social-démocrate de Russie, aussi appelé le POSDR, auquel il adhère en 1898. Il utilise ensuite le pseudonyme de Staline, formé du préfixe russe Stal qui signifie acier. Sa jeunesse est rythmée par les bagarres ainsi que les séjours en prison. Toutes ces mésaventures lui donneront le surnom de Koba dans ce milieu. Staline devient délégué pour la Caucase en 1905. Pour financer le parti, les membres de ce dernier procèdent à des braquages. Une fois de plus, Staline se met dans des situations plus que délicates. En 1912, après être devenu un fidèle partisan de Lénine, celui-ci le fait entrer au CCB, étant le comité central bolchevique. Il devient alors cadre dirigeant. Il rédigea par la suite un livre s'intitulant « Le marxisme et la question nationale et coloniale ». En 1913, il devint alors spécialiste de la question au sein du parti après la révolution d'octobre de 1917. La même année, notre camarade fut un séjour en Sibérie. Il en ressortit 4 ans plus tard, en 1917. L'URSS subissait un retard économique, une désindustrialisation et on doutait de l'autorité du tsar. En février 1917, une grève éclata. Suite d'un rude hiver, les soldats et les ouvriers s'allièrent. C'est le 2 mars 1917 que le tsar décida enfin d'abdiquer. Un gouvernement provisoire libéral fut alors mis en place. En mars 1917, Staline devient secrétaire général de la rédaction de la Pravda, qui est un journal russe qui lui a servi plus tard à faire de la propagande. La propagande entretient le culte du chef, on la retrouve sur des affiches, des peintures et des films, comme par exemple Ivan le Terrible. La propagande développe alors le socialisme et le nationalisme. Dans cette période, les adolescents de 14 à 18 ans sont rassemblés dans des komsomols qui sont des jeunesses communistes. En avril, Staline fut élu au CCB. Dans le pays, de plus en plus de personnes prenaient parti pour les bolcheviks. Nous rappelons la différence entre bolcheviks et mencheviks. Les bolcheviks prônent l'organisation d'un parti de cadres formé de révolutionnaires professionnels par opposition aux mencheviks qui, autour de Julius Martoï, préconisent un parti de masse où l'adhésion est ouverte au plus grand nombre. En octobre 1917, Lénine décide de passer à l'action, de faire des insurrections. Les bolcheviks vont devoir faire face à des armées contre-révolutionnaires qui amalgament beaucoup de tendances, que l'on appelle les blancs par opposition aux rouges, les bolcheviks, mais aussi face à une coalition, l'armée blanche, de pays comme la Pologne, la Roumanie ou encore la France et la Chine, ne voulant pas voir apparaître la révolution communiste dans le monde. L'armée rouge est organisée, dirigée par Léon Trotsky. Les combats sont féroces et sans pitié, et pour ne rien arranger, une famine frappe l'URSS. Le pays étant à genoux, Lénine crée la NEP, Nouvelle Politique Économique, en remplaçant la réquisition par un impôt. Staline, lui, préfère alors lever une milice de bolcheviks afin de renverser le gouvernement local, en Géorgie, tenu par les mencheviks. Il y parviendra malgré les réticences de Lénine. Le vrai tournant décisif a lieu en 1922, lorsque le poste de secrétaire général du parti est créé lors du 11e congrès. Staline est élu dès le lendemain. Quelques mois plus tard, Lénine subit une attaque qui lui paralyse un côté du corps. C'est à ce moment précis que l'ascension de Staline devient fulgurante. En effet, Staline profite alors de la situation afin de prendre le contrôle du pays. Dès 1923, il commença à prendre les commandes. De ce fait, il nomma alors 10 000 cadres, puis il renomma 2 tiers des secrétaires des comités de district
et créa un corps d'inspecteurs chargé de surveiller les provinces. Afin d'obtenir l'appréciation du peuple, Staline offrit à ces personnes un très bon salaire. Il s'installe donc ici une forme de dépendance du peuple avec lui-même. Lors de son retour, Lénine découvrit un tout autre Staline. Effectivement, Lénine prônait une révolution internationale du communisme alors que Staline ne voyait le communisme que dans l'URSS. Tous deux avaient une vision du communisme très différente. Lénine passera alors le restant de sa vie à le défier. En 1923, Lénine fut écarté, mais il rédigea son testament informant sur sa succession. Ce dernier fut rapidement balayé par Staline. En janvier 1924, Lénine meurt et une lutte pour prendre le pouvoir s'installa au sein du parti. Staline réussit à écarter tous ses opposants, même Trotsky. En 1929, il devint alors maître incontesté du pouvoir de l'Union soviétique. Il met fin à la NEP. L'industrie est maintenant organisée en 5 ans, en plan quinquennal. Staline a 2 objectifs. Il veut accélérer l'industrialisation et collectiviser les campagnes. Des kolkhozes et des sovkhozes sont mis en place. Un kolkhoze est une ferme collective où le revenu dépend du temps de travail et du revenu de l'exploitation. Un sovkhoze est une ferme d'État où chaque travailleur perçoit un salaire fixe. Il imposait la collectivisation forcée des terres jusqu'en 1933. Il crée aussi un archipel de goulags, qui sont des camps de travaux forcés, où sont amenés des opposants au gouvernement. Staline instaure en fait un régime totalitaire avec une démocratie populaire. On s'explique. Des élections ont lieu, faites par le peuple, c'est-à-dire qu'il y a une souveraineté nationale, mais la population ne peut élire qu'un seul parti. Le stalinisme se présente comme un héritage du marxisme et du léninisme. On parle de marxisme-léninisme. Tous les pouvoirs sont contrôlés par Staline, ils ne sont donc pas séparés. Staline crée un certain culte du chef suprême. Comme dans tous les régimes totalitaires, la censure est de mise. Et comme Hitler, qui est arrivé au pouvoir en 1933, il instaure la jeunesse communiste. Néanmoins, sur le plan social, l'égalité des citoyens, comme l'égalité homme-femme, sont mises en valeur par le chef. Le suffrage universel est présent, ainsi qu'un système représentatif. Sur le plan économique, Staline dirige l'URSS grâce au Gosplan, qui est dans l'Union soviétique un organisme d'État chargé de définir et de planifier les objectifs économiques à atteindre. Staline crée en 1935 le mythe de l'ouvrier Stakhanov. Cette promotion du sacrifice personnel et de l'émulation entre travailleurs pour le bien du parti a reçu le nom de stakhanovisme. Entre août 1936 et mars 1938 sont organisés les procès de Moscou, qui sont une série de procès organisés par Staline dans le cadre des Grandes Purges pour éliminer ses anciens rivaux politiques en Union soviétique et également des personnalités politiques comme Zinoviev. Plusieurs vétérans bolcheviques, acteurs de la Révolution d'octobre, sont condamnés lors de ces procès truqués. La peine capitale est l'exécution, elle a généralement lieu dans les heures qui suivent la sentence. La police, NKVD, dont le bras droit de Staline, Beria, était le chef, était chargée de surveiller les provinces de l'URSS. Face au projet totalitaire, le peuple adhérait plutôt bien au culte de Staline. Même les enfants dénonçaient leurs parents pour protéger le régime et le petit père du peuple. Lors de la Seconde Guerre mondiale, la position de Staline est ambivalente. Il fait d'abord alliance avec Adolf Hitler, en signant le traité de non-agression entre l'Allemagne et l'Union soviétique le 23 août 1939, afin de soutenir l'Allemagne dans sa conquête de la Pologne. Puis, s'étant fait trahir par Hitler, il change de camp et combat aux côtés des pays alliés jusqu'en 1945. Au lendemain de la guerre, il ferme les frontières de son pays et établit définitivement son régime dictatorial. La Seconde Guerre mondiale prend fin en Europe. La victoire des pays alliés est en grande partie due à la participation non négligeable de l'URSS et aux décisions de Staline. Toutefois, les divergences d'opinion entre Staline et le président américain Franklin Roosevelt créent des tensions entre les deux pays puissants. Plus tard, ces désaccords mèneront à la guerre froide, de 1947 à 1991. Staline aura régné près de 30 ans sur l'URSS. Il mourra en 1953 à Moscou. D'après les historiens, entre les victimes de goulag, des grandes purges et de la grande famine, Staline est responsable de la mort de plus de 20 millions de personnes.
Joseph Staline a bouleversé l'histoire du XXe siècle et le régime mis en place par Staline est bien un régime totalitaire dans lequel le chef possède l'adoration du peuple. Néanmoins, le développement de la Russie ne restera qu'endogène et Staline ne vise pas à étendre le développement de son pays au-delà de celui-ci.